La peur de l'inconnu, c'est l'appréhension du connu, défiguré par l'imagination. C'est-à-dire qu'on a tous un connu, en fait, notre expérience. Et puis, quand on regarde ce connu et on le projette dans l'avenir, notre imagination va évoquer, va inventer, va imaginer toutes les conséquences possibles et donc les risques possibles. Et c'est de là où émerge la peur. Mais elle est très intéressante parce qu'elle amène de l'intelligence là-dessus. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir Président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes ? Quelles étaient leurs vies d'avant ? Comment ont-elles mûri leurs décisions ? Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes ? Quelles stratégies financières ont-elles mises en place ? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Éric Blondeau. Bonjour Éric. Bonjour Laurent. Donc Éric, on se connaît depuis pas mal de temps. Donc l'histoire entre nous c'est en 2010, je travaillais chez Accor, dans une filiale Accor qui est devenue en 2010 une entreprise indépendante qui s'appelle Edenred. Et donc tu m'as accompagné, tu as accompagné le groupe dans sa transformation sur le chantier RH dont j'étais responsable, puisque Jacques Stern, le PDG de l'époque, m'avait confié cette tâche de dire voilà comment est-ce qu'on remet en route les RH dans cette nouvelle entité qui est Edenred. Et donc à partir de ce moment-là, on a beaucoup travaillé ensemble. On est resté amis, on habite dans le même endroit puisque nous sommes dans le sud-ouest chez moi et j'ai le plaisir de t'accueillir chez moi et tu habites aussi dans le coin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir pour cet épisode hors série que je voulais faire sur la peur. Et je vais dire un petit peu pourquoi je voulais traiter de ce sujet-là. Et quand j'ai pensé faire ce sujet, j'ai tout de suite pensé à toi parce qu'en fait, on avait beaucoup parlé dans nos différents échanges qu'on avait eu à l'époque et tout au long de l'accompagnement que tu as fait. Mais aussi, je me suis rendu compte que tu vas bientôt sortir un bouquin qui s'appelle #Négo, les négociations dans les environnements complexes, et dont le sous-titre est qu'oseriez-vous négocier si vous n'aviez pas peur ? Donc on voit bien que la peur est un élément important de ce livre que tu vas sortir en septembre. Tu nous en parleras peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, donc je pense que tu es la personne idéale pour traiter de ce sujet. Et avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques minutes pour dire qui tu es. J'ai peur, bien évidemment, de me présenter parce que c'est trop difficile de résoudre, de rassembler en quelques mots et c'est de toute façon très prétentieux. Donc je préfère dire un peu ce que je fais, peut-être quand même sur mon background. Donc j'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes, d'habiter en Asie, au Japon, en Chine, en Australie, à la Barbade, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et donc au fur et à mesure de ces voyages professionnels pour lesquels j'étais chargé de développer des nouveaux business models, je me suis passionné pour les mécaniques comportementales. Donc je ne suis pas psychologue, psychiatre ou thérapeute. Mon métier, c'est la prise de décision à forts enjeux, de travailler dans l'inconnu, l'incertain, l'irrationnel et le complexe. Et de là, j'en ai développé une appétence pour la compréhension de ces mécaniques. Comment trouver un modèle universel, comment identifier des invariants dans les prises de décision. Et donc à partir de là, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans 3 domaines de compétences: l'entreprise, comment accompagner des dirigeants de grands groupes dans des changements, comment les accompagner dans leur prise de fonction, comment gérer des crises, comment intégrer des sociocultures différentes dans des entreprises qui ne se connaissent pas et qui a priori n'ont pas envie de merger. Deuxième domaine de compétences, c'est le sport de haut niveau, où j'accompagne des médaillés olympiques, des champions du monde sur leur prise de décision face à l'événement. Donc ce sont des gens très compétents, extrêmement professionnels, mais qui peuvent à un moment donné se trouver déséquilibrés par le regard qu'ils portent sur la situation.
Par exemple, j'ai accompagné Yannick Bestavin dans le dernier Vendée Globe, et donc Yannick avait 1000 raisons d'avoir peur en 80 jours de navigation à la vitesse à laquelle il allait, et c'était surtout son premier Vendée Globe. Mais j'accompagne aussi l'équipe de France de voile qui prépare en 49ers, qui prépare les Jeux Olympiques. Je viens de signer avec La Rochelle en rugby. J'ai d'autres médailles olympiques dans d'autres sports. Donc là, c'est une gestion de la peur et de la performance par rapport au monde de l'entreprise. Et puis, troisième volet, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs forces spéciales dans le monde entier sur la compréhension des mécaniques comportementales lors des négociations complexes, donc à Hong Kong, à Scotland Yard, Singapour, les Belges, et puis en France auprès du GIGN, où là on essaie de comprendre comment l'art et la science du questionnement peut aider à changer le regard d'une personne sur une situation. Voilà. Et encore plus important que ça, je suis marié et nous avons une famille de 3 enfants et un chien. Alors voilà, je pense que tout est dit et on mesure que tu es vraiment une personne extra pour pouvoir parler de ça et je sais déjà que cet épisode va être très riche. Donc moi en fait cette idée elle part donc comme tu le sais ce podcast en fait c'est un cheminement que je fais et donc je vais à la rencontre des gens qui ont fait en fait cette bascule ou cette au revoir président et donc ce qui revient souvent dans les témoignages à un moment donné et ce que je suis aussi en train de vivre c'est des moments en fait où il y a la peur. Alors les deux principales peurs que moi je rencontre et que je vois sont des peurs liées à la finance, sont des peurs liées au statut, donc qui touchent l'ego. Et donc on sent que la peur est quelque chose d'assez récurrent. Et comme j'essaye avec cette série d'apporter des sujets de valeur qui peut aider les personnes justement qui sont dans cette même démarche, j'aimerais donc commencer à te questionner donc pour savoir déjà la peur. Tout le monde sait ce que c'est, mais quelle est selon toi ta définition et comment tu la définirais? Avant de te donner ma première impression, j'aimerais dire que ce qui m'a plu dans ton podcast, c'est que j'ai fait moi-même 2 fois Au revoir président. Donc une première fois parce que on m'avait promis un poste de PDG, l'ancien PDG m'avait promis un poste de PDG, il n'a pas tenu en fait son engagement, donc j'ai démissionné le soir même. Et là j'étais veuf avec un petit bout de 8 mois dans les mains, donc c'est intéressant de voir ce que j'en ai fait derrière. Et deuxième Au revoir président, c'est quand j'ai vendu une entreprise que j'avais créée et le racheteur m'a dit après 2 ans je ne paierai pas le prix minimum et je suis parti le soir même. Donc les Au revoir président je connais un petit peu et effectivement la peur qui peut émerger. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment elle émergeait, de quoi est-elle faite et comment la contourner ou comment l'utiliser, l'exploiter au mieux. Donc la peur, déjà, moi je voudrais écarter tout ce qui est pathologie, angoisse, qui sont liées à des traumas ou à des histoires, parce que d'abord c'est pas l'objet de ton podcast et c'est plutôt essayer de comprendre dans la vie de tous les jours où elle se niche. Donc la peur, ça n'existe pas en tant que tel. Ce qui existe, c'est le danger. Mais le cerveau humain a besoin de se caler par rapport au danger. Donc il va utiliser la grille de lecture qu'il a. Chacun d'entre nous a une grille de lecture particulière qui est faite de sa connaissance, de son expérience, de ses autres émotions, de sa perception, de ses intentions, aussi de son réseau qui influe énormément sur sa grille de lecture. Et face à un stimuli, face à une information ou donc un danger, le cerveau va projeter une image et essayer de comprendre comment il va pouvoir s'adapter. Donc sans la peur, on serait mort déjà depuis très longtemps. La race humaine n'est pas suffisamment calée pour survivre dans la jungle, donc on serait tous morts. Et en fait, la peur fait naître dans le cerveau des capacités à s'adapter, des capacités à développer des nouvelles solutions, d'être créatif, d'être adaptable, d'être collaboratif, de développer le langage. Donc la peur, elle est essentielle. Sans la peur, on serait tous morts. Ok, donc là on voit bien la notion de danger. Donc le danger en fait c'est ce qui existe et en fait la peur, si je comprends bien ce que tu dis, c'est en fait mon interprétation que je fais du danger et donc la projection que j'en ai et donc quelque part on voit que c'est le cerveau qui se met en route face à un danger qui est indiscutable. En fait, 2 personnes peuvent avoir des réactions différentes, elles peuvent avoir des peurs ou non peurs différentes. Donc c'est ça. Il y a une définition que j'aime bien d'une personne qui s'appelle Albert Brie qui disait la peur de l'inconnu, c'est l'appréhension du connu
défiguré par l'imagination. C'est-à-dire qu'on a tous un connu, en fait, notre expérience. Et puis, quand on regarde ce connu et on le projette dans l'avenir, notre imagination va évoquer, va inventer, va imaginer toutes les conséquences possibles et donc les risques possibles. Et c'est de là où émerge la peur. Mais elle est très intéressante parce qu'elle amène de l'intelligence là-dessus. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire pour illustrer? Par exemple, puisqu'on reste dans le cadre de ton podcast, j'ai envie de démissionner. Je connais mon environnement, je connais mes emprunts, je connais la conséquence sur ma femme, mes enfants. Je sais effectivement ce que j'ai, mais je n'ose pas démissionner parce que je sais que j'amène tout ce monde-là, en tout cas le territoire mental qui est le mien aujourd'hui, je vais l'amener dans un futur inconnu. Donc, dès que l'intention de démissionner est très claire avec mon président. Mais dès que j'amène, parce que je ne suis pas simplement l'employé d'eux ou le cadre supérieur d'eux, je suis aussi le père d'eux, le mari d'eux, le client d'une banque, et donc effectivement j'amène tout ce beau monde dans le futur. Et quand l'intelligence est au service de la peur, j'imagine toutes les conséquences possibles sur cet écosystème de manière holistique. Et donc c'est ça qui est intéressant de travailler. Et on ne peut pas travailler seul sur sa peur puisqu'on en est l'auteur. Donc dès qu'on essaye de modifier la projection mentale de son territoire dans le futur, dans l'inconnu, l'incertain, l'irrationnel et complexe, on a en fait des trous, des angles morts que l'on a du mal à traiter puisqu'on les a soi-même créés en fait. Donc là, on comprend d'où vient la peur et en fait quels en sont les mécanismes. Déjà, quelle est ta recommandation à partir du moment où moi ou une personne dit ça y est, là c'est de la peur, donc comment est-ce qu'on peut apaiser cette peur justement en comprenant les mécanismes que tu expliques? Est-ce que c'est une première bonne méthode d'analyser sa propre peur pour pouvoir la réduire ou pas? Le problème, c'est que quand on est coincé dans ses émotions, et la peur est une des 6 émotions biologiques qui existent, il y a la joie, bien évidemment, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise. Et donc, en fait, quand on est coincé par ces émotions, on a du mal à imaginer, à se projeter en toute sérénité. Donc, comme je te le disais, il est difficile de traiter sa peur tout seul. Il est intéressant d'utiliser un tiers ou quelqu'un qui est détaché des conséquences de ce que serait ton territoire dans l'avenir. Donc, déjà, la peur, il faut l'identifier, la reconnaître, l'accueillir, puisque d'abord, j'en suis l'auteur, donc je peux être fier de cette peur-là. C'est personne d'autre me l'a collée que moi-même. Et donc, cette peur-là, elle vient souvent d'une projection mentale, comme je te l'ai dit. Et la projection mentale est liée à 2 choses. Donc, la peur est liée à 2 choses. À l'attachement et à l'attente. D'abord l'attachement, c'est que je suis intrinsèquement lié à mon territoire puisque je l'ai inventé dans ma tête. La représentation mentale que j'ai de ma maison ou de ma femme, c'est pas la représentation que mon architecte a de ma maison et les parents de ma femme ont de ma femme. Donc c'est bien, je suis l'auteur de ça, c'est que je l'ai ancré dans ma mémoire. Et ça, quand je dois le projeter dans le futur, j'ai effectivement un problème de me dissocier de ce avec quoi je suis attaché. Et donc, intrinsèquement, j'amène aussi des attentes. C'est-à-dire que si je dis je vais démissionner, je mets mon hypothèse dans un employeur, par exemple, et donc je vais attendre de lui qu'il vienne me soulager de ma peur. Donc la combinaison des 2, qui sont l'attachement et la peur, font que derrière je suis coincé et je vais être occupé par mes peurs et j'aurai du mal à m'en détacher. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un tiers. Mais si je te dis j'ai peur pour ma maison, en fait, toi quand tu es à l'extérieur et que tu vas me questionner sur ma maison, en fait, ça n'a aucun lien et tu peux me questionner librement puisque tu seras détaché des conséquences de ma démission sur ma maison. Et donc, c'est important de se faire accompagner là-dessus parce que sinon, on tourne en boucle puisqu'on est l'auteur et le propriétaire de nos peurs et de nos territoires. Alors ça me parle et je sais que tu as écouté ma dernière météo perso où je faisais part à mon auditoire que en fait j'avais comme j'appelais ça, ce coup de calgon, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a eu des peurs qui ont émergé, qui m'ont envahi et j'ai tout à fait ressenti ce que tu as dit, c'est-à-dire que je suis rentré dans une sorte d'emballement où j'étais tout seul et où en fait le truc a fait boule de neige et je n'arrivais pas, c'était un tourbillon, je n'arrivais pas à sortir. Et en fait la chose que j'ai décidé de faire, et je l'ai aussi expliqué dans cet épisode-là, c'est tout de suite de faire appel à des ressources extérieures où en fait j'ai expliqué ce que je ressentais et en fait les personnes effectivement m'ont réconforté parce que m'ont apporté de la rationalité là où en fait moi j'étais parti dans une spirale irrationnelle. Donc ce que tu dis là, moi je trouve que ça résonne complètement et je pense que faire appel à un tiers,
En tout cas, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Je peux témoigner que c'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui, je pense, qu'on peut recommander aux gens qui ont analysé le fait qu'effectivement ils sont dans une peur qui est irrationnelle et s'ils souhaitent en sortir. Parce que j'imagine que parfois la peur peut être aussi quelque chose d'utile. Bien évidemment, j'ai envie de rebondir sur deux choses. Je vais répondre tout d'abord à l'utilité. La peur, c'est un effet de levier, c'est une information, c'est ma capacité à raisonner avec lucidité sur l'environnement qu'est le mien et la projection mentale que je fais des conséquences de ma décision dans le futur. Donc c'est très utile parce que sans cette information-là, en fait tout ça est hormonal, c'est-à-dire que ça vient d'une glande, ça vient de la glande qui s'appelle l'amygdale, qui, fort de mon expérience passée, va me dire tu as déjà vécu ça, attention. Donc l'amygdale, cette glande-là est très importante parce qu'elle va me protéger, elle va me donner une information, mais elle va aussi projeter la conséquence perçue de mon connu dans le futur. Donc en fait, elle va me mentir, mais elle n'a que cette information-là pour m'aider à prendre une décision. Et quand on parle de glande, on parle d'hormones. Et il y a dans le plaisir que l'on a à travailler dans une vie qui est plutôt bien rodée, on a de la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, qui sont les hormones du plaisir, de la récompense, et l'ocytocine plus particulièrement de la confiance et de l'attachement. Et donc quand on travaille dans un environnement bienveillant, avec une croissance qui est connue, donc on peut contrôler, et si on peut contrôler, c'est qu'on n'a pas peur de l'avenir, mais on n'a pas besoin de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Donc l'adrénaline, c'est la glande qui va me mettre en éveil, en alerte, et le cortisol qui va me donner de l'énergie. Or, quand on est emporté par la peur, effectivement, ces deux hormones-là vont prendre la main sur le plaisir, la récompense, et on perd son discernement. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, puisque c'est très utile, c'est d'écouter ses peurs. Et Sun Tzu disait qu'on a intérêt à stopper effectivement un fleuve à sa source, donc d'être en écoute. Et quand j'entends beaucoup de mâles alpha ou des femmes qui avec des très fortes positions que j'accompagne dans des grands groupes aujourd'hui, on a envie d'être très fort, on doit résister, et donc on ne s'écoute pas. Or, si on écoute les signaux qui sont envoyés par notre cerveau, ils vont très rapidement nous dire qu'il y a un danger potentiel. Et si on ne questionne pas, si on n'écoute pas ça, on passe à côté de l'utilité de la peur, l'ego va supplanter en disant non, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas, il faut, tu dois, et hop, c'est parti. Et on est parti dans un engrenage qui peut mener jusqu'au burn-out. Et Pierre-Marie Liédot l'a très bien expliqué, c'est qu'on a à un moment donné une saturation, on n'a plus de dopamine, plus de sérotonine, c'est-à-dire plus de plaisir, et le corps va dire j'arrête puisque tu ne m'entends pas, tu n'entends pas mes peurs, j'arrête, et maintenant c'est une sécrétion d'adrénaline et de cortisol, et c'est un bug mental. Et sauf que la mémoire du bug mental va rester dans l'amygdale, et on aura beaucoup de mal à retourner au travail avec un burn-out si on ne se fait pas accompagner. Waouh, là, je pense que l'avantage du podcast, c'est qu'on peut réécouter parce que c'est très 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 dense ce que tu viens de dire. Moi, ce que je retiens, et d'ailleurs tu cites Pierre-Marie Liédot, qui est en fait un expert en neurosciences, c'est ça, c'est un directeur de recherche en neurosciences auprès de l'Institut Pasteur notamment. Et c'est pour moi un des chercheurs qui est le plus je vais dire intelligent parce qu'il sait vulgariser l'information pour la rendre audible par le commun des mortels. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, je confirme, j'ai eu l'occasion de passer une demi-journée avec lui dans le cadre de mon club APM où j'étais à Singapour. Et c'est vrai que c'est assez passionnant. Et quand on t'écoute, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment, quand tu cites les hormones, etc., il y a vraiment de la chimie en fait dans tout ça. Et donc en fait, on se rend compte que c'est un processus auquel on ne peut pas échapper parce que quelque part, nous sommes des êtres chimiques, biologiques. Donc j'imagine que effectivement, il y a un travail pour travailler sur la peur et ce qu'elle engendre, un travail mental, c'est-à-dire qu'on peut faire, comme on l'a dit, donc s'adresser à des tiers, se faire questionner pour travailler sur le mental. Mais est-ce qu'il y a aussi, quand j'écoute ça, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui peuvent aider, qui sont des solutions biologiques, donc sur la nourriture, sur le sport, sur etc. Est-ce qu'il y a moyen d'influencer les hormones de sorte à ce que ça puisse m'avantager dans ces peurs que j'ai?
Je suis pas compétent en nourriture. Je crois que j'ai 10 kilos de trop, donc ça serait très malvenu pour ajouter ça. Mais j'ai une clé là-dessus. En tout cas, c'est que dès qu'on prend de la chimie, c'est trop tard. Et en fait, la chimie, elle va bloquer par des molécules chimiques, donc les neurotransmetteurs. Donc on ne traite pas le problème. Et dès qu'on sort en fait de la chimie, effectivement, on retrouve la cause de notre peur qui est nous-mêmes. Donc je suis vraiment anti-chimie. Parce que je pense qu'on doit pouvoir aujourd'hui, en s'écoutant, déceler des mécanismes de peur qui n'ont pas besoin d'être traités. En fait, la chimie, elle va bloquer le processus, mais elle va pas traiter la cause. Ok, très intéressant. Et justement, quand on parle de chimie, donc ça veut dire que généralement, quand on utilise ça, c'est que c'est trop tard. Et donc, effectivement, quand on utilise la chimie, c'est qu'on traite les conséquences et non pas la cause. Donc, j'ai envie de te poser une question. C'est quand on utilise la chimie, donc on comprend que c'est généralement trop tard. Donc, en fait, quels sont les signaux qui me permettent de savoir que il faut agir maintenant avant que la chimie soit nécessaire, puisqu'on dit que c'est pas une chose souhaitable? La réponse, elle est dans ta question. C'est que, en tout cas, moi, ce que j'applique depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est que dans chacune des décisions, est-ce que c'est bon pour moi? Ça veut dire que je me laisse pas emporter par l'attente ou la dette que je peux avoir avec quelqu'un, notamment un employeur. Enfin, j'ai plus d'employeur depuis longtemps, mais avec un employeur, avec sa famille même. Est-ce que ce que je fais, ce que j'ai à faire maintenant, est-ce que c'est bon pour moi? Et si on garde cette vigilance en fait journalière, permanente, on peut se connecter avec ses peurs et on peut effectivement écouter et revisiter son écosystème parce qu'on est dans un système complexe. C'est l'objet du bouquin, c'est d'expliquer les mécaniques comportementales et la résonance que l'on a avec l'autre quand on doit négocier, parce qu'on négocie tous les jours. Tu négocies avec ton voisin, tu négocies avec ton épouse, tu négocies avec ton voisin de bureau, tu négocies avec ton patron, tu négocies avec tes enfants, tu négocies avec le chauffeur de taxi. Donc on est en négociation tous les jours. Et une fois qu'on a compris la mécanique, on peut être en vigilance sans pour autant être en survigilance, mais on peut justement être à l'écoute de l'écosystème et essayer de trouver ce qui est bon pour moi. Mais tu parlais effectivement de marqueurs, ou en tout cas d'indicateurs, et souvent j'entends une analogie ou une réponse, ou une question ou un problème que les gens me posent en disant « mais j'ai plus confiance ». Et en fait, les gens se trompent de peur, je veux dire, à ce moment-là, parce que la confiance, c'est une destination, c'est une conséquence. Et on va chercher la conséquence alors qu'on devrait travailler sur les causes qui sont la peur. Plus j'ai peur, moins je peux avoir confiance. Moins j'ai peur, plus je peux avoir confiance. Donc la cause de tout ça, c'est la peur. Et donc on se trompe de chemin. Et en allant chercher la confiance, qui n'existe pas, qui est simplement une conséquence, mais on ne fait qu'accélérer le processus de peur. Et donc mon cerveau, lui, il sent que j'ai peur, donc il va réinjecter de l'adrénaline et de la cortisol jusqu'à l'épuisement. Donc c'est très intéressant de décoder ces mécaniques parce qu'elles mettent des mots sur des mécaniques qui sont universelles, quel que soit l'âge, la religion, le sexe, le métier. En fait, on a tous la même mécanique. Et je crois que plus on va essayer de comprendre la mécanique, plus on peut réagir sur cette mécanique-là. Ok, très intéressant. Donc effectivement, la peur est l'objet sur lequel on doit travailler et la conséquence sera la confiance. Donc en fait, se dire il faut que j'ai plus confiance, en fait, ça sert à rien. Il faut dire il faut que j'ai moins peur. C'est ça, si je comprends, j'ai moins peur et donc j'aurai plus confiance. Mais déjà, tu peux enlever le il faut qui est déjà générateur de peur. J'ai peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, il ment. Donc j'ai peur, ça fait partie le jour où vous n'aurez plus peur, c'est vous serez mort. Donc je vous souhaite que vous aurez peur longtemps. La peur, elle est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est le curseur. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un côté de l'insouciance, c'est-à-dire que je n'ai pas peur, à la tétanie, la sidération. Mais au milieu, la peur qui navigue au milieu, en fait, on n'est jamais totalement insouciant et on n'est jamais tétanisé totalement. Donc cette peur au milieu, c'est celle que l'on a quand on conduit des enfants en voiture sous la pluie, c'est qu'elle va me amener une vigilance, de l'intelligence, de la créativité, de la prudence, mais aussi du courage. Et donc le courage me permet de dépasser. Donc cette peur, elle est là tant qu'on est vivant. Donc aimons-la, comprenons-la, essayons de comprendre d'où elle vient, quelle en est la cause. Et souvent la cause peut venir d'une perception, d'une émotion, d'une méconnaissance, d'une autre personne ou d'un point fort, d'un point faible. Dès qu'on a compris la cause de cette bousculade intellectuelle, mais on peut commencer à travailler dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Ok, et quand je t'écoute, il y a une question qui me vient aussi, c'est on n'a pas prononcé le mot stress. Donc la peur, moi je vois comme quelque chose d'assez
assez ponctuelle, c'est-à-dire qu'en gros il y a une peur qui correspond en face d'un danger, et j'ai l'impression, mais ça tu vas me le dire, que le stress en fait c'est l'accumulation de peur qui finalement me met dans un état de stress, et donc ça j'aimerais peut-être que avoir ton point de vue sur comment on place le stress par rapport vis-à-vis de la peur. C'est une bonne question. En fait, deux réponses, c'est que il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stresseur. Donc déjà, le stresseur, ça peut être une réunion, ça peut être une rencontre, un SMS, une réponse, un achat, une vente, une démission. Donc déjà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stresseur. L'anxiété, c'est ce qui va précéder. C'est-à-dire que avant même d'être dans la situation de signer une lettre de démission ou d'acheter une maison, c'est l'anxiété. Et donc l'anxiété, elle va précéder et ou suivre. Est-ce que j'ai acheté la bonne maison? Est-ce que j'ai bien fait de démissionner? Donc déjà, c'est des catégories différentes. Ensuite, le stress, deuxième définition, c'est celle de l'Association européenne de la santé et de sécurité du travail, qui a donné une définition d'une clairvoyance incroyable pour moi. C'est que c'est un déséquilibre entre deux perceptions. Donc c'est bien un déséquilibre entre deux perceptions. La première perception, c'est la vision que j'ai de la situation ou de la conséquence de la situation est en déséquilibre avec la vision, la perception que j'ai de pouvoir y répondre et de m'y adapter. Donc on voit bien que c'est un déséquilibre entre deux perceptions. Donc les perceptions, c'est pas une réalité, c'est moi qui crée cette perception-là, c'est moi qui fais une projection mentale. Et donc quand on a compris ça, si on travaille sur la première perception de la conséquence de mes choix et ou la perception de pouvoir m'y adapter, on a deux champs d'action extraordinaires là-dessus. Et la clé de tout ça, c'est que si je change le regard de quelqu'un sur sa vision, si je change sa vision, je change son comportement. Donc, puisqu'on est l'auteur de nos peurs, si on change notre regard, on peut changer nos peurs. Alors par rapport à ce sujet de déséquilibre entre deux perceptions, j'aimerais qu'on prenne un exemple, et peut-être que le bon exemple justement dans le sujet Au revoir président, c'est aujourd'hui j'ai une situation qui est connue, confortable, et quelque part je suis attiré par une situation qui est inconnue et donc inconfortable, qui est dans le futur. Et donc là on sent bien qu'il y a un décalage entre les deux. Donc est-ce que tu peux appliquer donc cette définition avec cet exemple ? Mais bien évidemment. Donc, premièrement, la perception que j'ai de l'avenir, elle est confuse, puisque j'ai pas d'informations sur l'avenir. Je ne sais même pas ce que je vais faire, dans quel job je vais travailler, quelle entreprise peut m'accueillir. Donc, c'est normal. On est face à un vide. Donc, la perception que j'ai de l'inconnu, du vide, de l'absence, du manque de repères, fait que j'ai perdu le contrôle de ma vie. Donc, c'est une perception qui va me déséquilibrer. Et elle est en déséquilibre avec ma capacité d'y répondre, puisque je n'ai pas l'information, je n'ai pas encore l'ancrage vers quelle entreprise, je n'ai pas encore dit bonjour président à un autre président. Donc c'est pour ça que le stress il est vraiment présent, puisque je suis dans une rupture temporelle entre un truc que je connais et un truc que je ne connais pas, et donc le connu se trouve bouleversé, déséquilibré, défiguré dans le futur. Donc c'est ça qui est intéressant, je vais les travailler toutes les deux. Je vais d'abord la perception de l'inconnu, c'est comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimerais lever, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, quel genre de job aimerais-tu, quels sont tes talents, je vais travailler là-dessus. Et pour pouvoir amener des réponses que je n'avais pas 3 minutes avant la question. Deuxième, je vais travailler sur l'autre perception et leur demander quels sont tes talents, qu'est-ce que tu veux garder, et on va voir comment réconcilier les deux. Quels sont les espaces, les géographies, les fonctions, les missions, vers quoi j'aimerais maintenant construire quelque chose, et on va élaborer un plan d'action, une vision. Donc, puisque la vision détermine le comportement, on va retravailler sur une nouvelle vision, puisque par nature je suis stressé, c'est que j'ai perdu la vision d'avant, n'est plus possible, n'existe plus, est obsolète. Ok, donc ce qui veut dire qu'on va retrouver de la sérénité au moment où on va réduire en fait le déséquilibre entre les deux perceptions. On peut dire ça ? Oui, parce que le cerveau nous a pas été donné pour penser, il nous a été donné pour agir. Donc dès qu'on remet en action le cerveau, il sort du rouleau compresseur, plutôt en fait du mixeur des émotions, et il se remet en action. Donc qui veux-tu contacter ? Comment vas-tu te présenter ? Comment réécrire la chose ? Quels sont les business que tu aimerais créer ? On va remonter en action petit à petit en disant, voilà, on en est là aujourd'hui, quelle est ta vision, quelle est la stratégie, quels sont les plans d'action, quelles sont les ressources dont tu as besoin et quels sont tes objectifs. On va remettre le cerveau en mouvement, puisqu'il n'a qu'une obsession de cerveau, c'est d'éviter de mourir et de créer quelque chose. Et c'est là où on voit l'utilité d'un coach, parce que ce que tu décris, c'est typiquement le travail qu'un coach fait. En fait, il te met en action par rapport à ce qu'il a compris de la situation, quand il t'a aidé à la comprendre, et comment il te met en action pour permettre d'atteindre ses objectifs. Ça doit être un tiers neutre.
parce que en parler à mon avocat, en parler à mon expert comptable, donc mon commissaire aux comptes ou ma famille, en fait, si j'implique mes enfants, si je leur demande leur avis, en fait, mes enfants, ma femme, les proches sont déjà dans mon territoire mental. Donc je vais les embarquer là-dedans et eux-mêmes vont être embarqués dans la peur et les conséquences et donc le manque de confiance que cela peut engendrer sur le territoire mental de la famille. Donc je peux pas faire ça avec des gens avec lesquels je suis attaché, puisque cet attachement va créer un lien et une dépendance des attentes communes dans une projection mentale qui sera commune et dans lesquelles nous serons tous impliqués. Donc prendre quelqu'un de neutre qui est totalement détaché de mon territoire mental, c'est-à-dire de mon territoire, en tout cas de la perception que j'ai de mon territoire, est essentiel là-dedans. Ok, une fois que j'interagis, que j'ai trouvé cette personne, la manière d'interagir avec elle, et ça je sais parce qu'on a beaucoup parlé toi et moi, c'est le questionnement. Je crois que c'est vraiment ça la clé en fait de comment ce tiers va pouvoir m'aider, c'est en me questionnant. Ben oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre #Nego, puisqu'il va traiter de l'art et la science du questionnement. C'est-à-dire que je vais m'intéresser, si je dois accompagner quelqu'un, je m'intéresse vraiment à lui, et donc c'est du care plutôt que du scare, justement. C'est que le care, il est vraiment dans l'intérêt de la personne et de son avenir, plutôt que le scare, c'est d'essayer de l'aider à imposer. Je vais essayer d'imposer mes solutions. Et quand je travaille avec un proche, ben l'autre va parler de lui dans son questionnement. Or, le tiers neutre ne peut pas être impliqué dans ce questionnement-là à titre personnel. Il va utiliser l'art et la science du questionnement avec des questions qui vont utiliser la capacité de l'autre, donc du client, ou en tout cas de la personne concernée par la peur, à se projeter avec des angles morts différents. C'est-à-dire des angles morts, c'est-à-dire je vais amener la personne à réfléchir dans des endroits et des situations auxquelles il n'avait pas pensé. Et on va créer des paradoxes. Et le paradoxe, c'est ce qui permet d'utiliser deux vérités chez l'autre, de les mettre dans une question pour qu'il y ait une sorte de bug mental positif qui fait que l'individu va trouver une situation qui est la sienne, dans son monde à lui, avec son territoire mental. Donc le questionnement permet d'amener des paradoxes qui vont débloquer la situation. J'entends très souvent des gens qui disent faut lâcher prise. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on lâche jamais vraiment prise tant qu'on est vivant. Mais moi, je préfère utiliser lâcher l'emprise du mental, lâcher l'emprise des peurs, lâcher l'emprise de nos croyances, lâcher l'emprise de nos besoins, lâcher l'emprise des autres. Et en fait, quand on comprend la mécanique comportementale, on peut, grâce au questionnement, grâce à un tiers qui nous questionne, accepter de lâcher l'emprise, puisque lui, il va rajouter une question auquel mon cerveau ne s'attendait pas et auquel mon cerveau va devoir répondre en utilisant mon mode de pensée. Et la clé, c'est comment faire pour que l'autre se débloque en utilisant son mode de pensée grâce au questionnement. Ok, donc si j'essaye de résumer à ce stade-là, la première chose, ça serait déjà de ne pas avoir peur de la peur, c'est-à-dire que quelque part la peur est normale et utile, et donc c'est juste comprendre d'où elle vient, comment elle fonctionne. Et surtout après, donc une fois que je l'ai identifié et que j'en ai plus peur parce que je sais que je peux travailler dessus, en gros c'est comment accompagner cette peur. Et donc pour ça, ce que je retiens, c'est vraiment aller chercher un tiers, donc un tiers qui ne soit pas impliqué dans ma vie, donc qui soit complètement détaché de mes peurs. Donc là, ça peut être un professionnel ou un proche, mais qui aura quand même ce savoir-faire de pouvoir poser les questions qui me permettront en fait de cheminer et de pouvoir justement créer ces paradoxes dont tu parles, qui me créeront en fait ces déclics. Et du coup, c'est ce qui va me permettre d'aller au-delà de ces peurs et donc de pouvoir changer ces peurs en un futur qui du coup devient moins stressant pour moi. Est-ce que c'est à peu près ça ? Oui, en tout cas, c'est la façon dont tu le vois, donc elle est bonne. Et on peut pas résumer ça en un podcast de 40 minutes. Mais en t'écoutant, j'ai un warning qui vient et qui peut être pour ceux qui se posent des questions. C'est une phrase de Cocteau qui disait « Le silence fait plus peur que les cris ». Et puisque ton podcast est orienté vers des gens qui ont pris des décisions, qui vont en prendre, je crois que le silence qu'on peut avoir vis-à-vis de nos tiers fait plus peur aux tiers que les cris. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'humilité. Et en fait, l'inverse de l'ego, c'est l'humilité. L'humilité, c'est d'avoir l'humilité de partager nos peurs avec nos proches pour qu'on puisse se faire accompagner par des tiers neutres, pour pouvoir
prendre conscience qu'on est dans une situation de doute. Donc le doute amène l'intelligence pour pouvoir effectivement sortir de cette situation-là et prétendre que l'on est au-dessus de sa peur et qu'on peut la contrôler, c'est de l'orgueil et c'est de l'ego. Alors là, j'ai quand même une question parce qu'il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que si justement on partage ces sentiments de peur avec des proches et donc ils sont impliqués dans cette peur, puisqu'en fait mes peurs ou la conséquence de mes peurs peuvent avoir une conséquence sur leur vie, c'est-à-dire que moi, si je déraille, eh ben quelque part ça peut faire peur à ma famille. Et donc est-ce que justement la peur que eux vont avoir à cause de l'expression de ma peur, finalement ne va pas alimenter la mienne et donc on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc le tiers à qui ça je comprends tout à fait. Par contre partager avec la famille, ça je comprends moins. Mais effectivement non, c'est pour moi c'est si je l'ai dit, c'est que c'est très clair pour moi, c'est que ne pas en parler à sa famille, c'est mentir à sa famille. Donc avoir peur, c'est être capable de dire je prends ma responsabilité et je décide d'aller voir un tiers, comment je et nous pouvons sortir de cette ornière ensemble. Mais décider tout seul en disant je n'implique pas ma famille, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Après, c'est un problème de dosage, c'est un problème, l'idée c'est de pas lâcher un barrage complet d'émotions. Mais plus on en parle souvent, plus on a cette lucidité et surtout cette humilité, puisque l'ego, encore une fois, c'est l'opposé de l'humilité. Donc d'avoir l'humilité de dire je suis inquiet, j'aimerais partager ça avec toi, et c'est pas à nous de le traiter, puisque derrière on est embarqués tous les deux dans cette aventure-là, mais je vais prendre un tiers et je tiens à te le dire. Ça c'est de l'honnêteté, c'est de l'intelligence, c'est de l'humilité, et ça s'appelle de l'amour aussi. C'est-à-dire que mentir à ses proches, c'est décider à leur place. Et donc ma préconisation, quand on est à prendre des décisions comme ça, en tout cas les décisions que prennent les gens que j'accompagne dans des décisions de changement de poste qui sont lourds et engageants, ou de partir à l'étranger, ne pas en parler à sa famille, c'est en fait de la grande violence, puisque je les mets devant le fait accompli. Donc plus on s'écoute, plus on en parle, plus on en fait une routine, plus on partage avec l'autre, d'abord plus on le respecte aussi. Mais après, c'est pas avec l'autre que je vais traiter ça, c'est avec un tiers externe et neutre. Ok, très clair, et ça fait complètement sens. Donc bon, et je trouve qu'on a fait un bon tour de piste par rapport aux questions qu'on peut se poser sur la peur dans ce contexte justement qui est celui de Au revoir président. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu pourrais apporter qui serait utile, ou quelque chose, une question que j'aurais oubliée? Voilà, ça c'est une bonne question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose à ce sujet? Qu'est-ce que tu as peur d'avoir oublié? C'est ça, c'est sacré, Eric. Non, justement, c'est une bonne question. Donc, en fait, la peur que j'ai, c'est, comme en fait c'est un podcast qui est généreux, c'est en fait de me dire je suis passé à côté de quelque chose d'important, et comme je veux délivrer le maximum de valeur dans ce podcast, je voulais juste être sûr de pas clôturer cet épisode sans passer à côté de quelque chose qui est vraiment utile pour nos auditeurs et pour moi. Donc moi, si j'ai une question qui clôture ça, c'est que chacun devrait se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ok, donc on vous laisse avec cette question, puisque je sais de toi que quand on pose une question, c'est pas toujours pour y répondre, il faut laisser germer. Et cette question, bien sûr, que tu me poses et que tu poses à tous nos auditeurs, forcément, elle va entraîner des réflexions, et c'est ces réflexions qui vont être intéressantes. Alors, comme vous l'avez compris, Eric est un passionné, et c'est vrai que moi j'attends avec impatience ce bouquin, parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses d'Eric, et donc je crois que je vais retrouver dans ce bouquin nombreuses choses, et sans doute d'autres vous avez vu qu'il a un grand savoir. Donc peut-être avant de nous quitter, Eric, est-ce que tu veux peut-être donner un peu plus de précision? Je crois que ça va être je sais pas si on l'a dit au début, mais ça va être en septembre, c'est déjà planifié, et peut-être donner un peu plus donc c'est sur la négo, on l'a compris, mais est-ce que tu peux donner peut-être un peu plus de détails pour que les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin dans les réflexions sachent s'ils peuvent utiliser ce bouquin comme ressource dans le sujet qui est le leur? Oui, donc il s'appelle #Nego, il est publié chez Plomb. Donc il y a plusieurs parties dans le livre. C'est premièrement une partie sur comprendre que l'on est en négociation permanente avec l'autre, avec les autres, et j'ai écarté la négociation avec soi-même. Je me suis concentré sur la négociation avec les autres. Dedans, je prends 5 exemples. Un exemple sur un entrepreneur qui veut vendre son entreprise, une négociation avec des adolescents, une négociation avec un sportif, une négociation d'une prise d'otage,
une négociation dans un couple. Je prends 5 exemples que je fais vivre dans le livre pour montrer que la mécanique est la même, quelle que soit la situation. Et si on applique cette mécanique-là, on peut sortir de l'ornière de la décision et de la violence et du pouvoir, du contrôle, pour essayer de trouver une solution augmentante avec l'autre. Donc il y a un passage sur les mécaniques comportementales universelles, les invariants qu'il nous faut prendre des décisions. Il y a un passage sur l'art et la science du questionnement. Et puis il y a un passage sur un protocole qui permet de danser avec l'autre et d'essayer de l'augmenter et qu'on sorte. La phrase de win-win ne m'intéresse pas moi vraiment, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on sorte vraiment augmenter l'un et l'autre de cette négociation. Donc j'ai essayé de vulgariser ça par rapport à toutes les expériences qui étaient les miennes, à la fois dans le domaine professionnel, en mettant en place des joint ventures ou des fusions-acquisitions ou des prises de fonctions, mais aussi la vie de tous les jours avec la famille et les sportifs que j'aime accompagner dans la performance, pour montrer que si on s'intéresse aux mécaniques comportementales, on peut effectivement trouver une sortie par le haut plutôt que d'être dans la force, le pouvoir. Ce qu'on arrive à constater dans le monde aujourd'hui, c'est que on peut éviter l'abus de pouvoir par l'intelligence en fait. Ok, très bien, très clair. Et si je peux m'autoriser une petite boutade, donc ça veut dire que si c'est les mêmes mécanismes, si je sais négocier avec ma femme, je saurais négocier avec un preneur d'otage ? Déjà, quand la mécanique sera la même, si tu appliques, déjà, j'espère que tu seras jamais pris en otage ni par ta femme ni par un tiers. Et donc, la mécanique est la même. Effectivement, le protocole te permet de négocier avec un chauffeur de taxi, lors d'une acquisition d'un appartement, avec les enfants, les ados. Mais l'autre reste libre puisqu'on est 100% responsable de 50% de la relation. Et dès que je veux prendre à l'autre sa décision, en fait, je le déresponsabilise. Et donc, tout le livre est orienté là-dessus. C'est d'accueillir que l'on n'a qu'une partie qui nous appartient. Par contre, c'est comment jouer cette partie sans avoir envie d'emprise sur la décision de l'autre et de le laisser dans son libre arbitre. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche, c'est que oui, la démarche est la même, quelle que soit la situation, sachant que le deuxième domaine dont tu as parlé, c'est un domaine qui est un domaine d'expertise. Et je crois que l'expertise de la négociation avec ta femme, tu es le seul à pouvoir le faire aussi. Ok. Bon, ben voilà. Donc, merci encore pour cet épisode. Alors, il était un peu plus long que d'habitude en tant que hors série, mais je pense que ça en valait vraiment la peine. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous avez compris, achetez le bouquin. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci encore une fois, Eric. Merci Laurent, et pour ton invitation. J'étais ravi de te revoir et d'échanger sur un sujet qui me plaît énormément et qui est la cause de toutes nos décisions. Et donc, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.